Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais bien. Toi, ça va bien? Ça va super bien. Là, je suis en train de... J'ai fini de monter ma formation là, sur Azure. Mm-hmm. Puis là, je suis à toute l'étape là, de préparer le marketing. Puis ça fait que ça, c'est tout nouveau pour moi. Fait que j'en apprends pas mal. Hein? Ouais. Mais c'est quand même intéressant. Hein? On est toujours quel que soit le moment où on est rendu dans notre carrière, en perpétuel apprentissage. Puis c'est ça qui fait que ce qu'on fait est plaisant. Oui, absolument. Aujourd'hui, notre invité, c'est Frédéric Harper. Bonjour Frédéric. Bonjour. Hey, salut Fred. Salut, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps que ça parce que tu es encore actif beaucoup dans la communauté des développeurs ici à Montréal, même si maintenant tu travailles pour une compagnie d'envergure mondiale, ce qui t'amène à te promener un peu partout. Mais pendant plusieurs années, tu as été impliqué dans beaucoup de groupes utilisateurs ici sur l'île de Montréal. Puis, quelqu'un qui... Puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu es quelqu'un qui se promenait entre les différentes communautés en faisant des ponts. C'est vraiment une caractéristique que tu avais que peu de gens... Souvent, les gens sont dans une communauté, par exemple, on est dans la communauté Ruby, puis ils n'iront jamais parler aux gens qui sont de la communauté PHP ou de la communauté .NET. Puis toi, tu faisais beaucoup les ponts entre la communauté web, la côté Microsoft, en tout cas, beaucoup de liens entre les différentes communautés. C'est vraiment quelque chose qui te caractérisait, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, ben effectivement, puis j'espère que ça me caractérise encore. Je veux dire, c'est quelque chose pour moi, le développement d'applications, c'est du développement d'applications, peu importe la technologie qu'on utilise. Donc moi, je suis pour parler à plus de gens possible, connecter avec le plus de gens possible, peu importe où ils habitent, quelle technologie qu'ils utilisent. Maintenant, ton titre, c'est Technical Evangelist pour la compagnie Fitbit. Donc, puisqu'on pourrait traduire par espèce de quelqu'un qui est responsable du support technique auprès des développeurs. Oui, parce que juste avant d'enregistrer, on a eu un petit débat à savoir c'est quoi la traduction française de ce terme-là, puis il n'y en a pas réellement. Non, ben le terme francophone sonne... Déjà en anglais, des fois, les gens trouvent ça un peu bizarre comme titre. En français, je trouve que ça sonne encore plus spécial. C'est vraiment traduit comme évangéliste technique. Mais dans le fond, c'est un peu ce que tu disais, Mario, mais c'est un mix de plusieurs choses. Et mon travail, moi, j'aime me définir... je suis désolé, je passe ma vie en anglais ces jours-ci, fait que j'ai beaucoup d'anglicisme. Mais j'aime me définir comme la personne, le friendly technical face, approachable... l'entreprise. Donc, mon travail, c'est une partie de parler de technologie aux développeurs. Donc, il y a une partie vraiment essayer de créer de la visibilité pour l'entreprise, pour les technologies que les développeurs peuvent utiliser. Mais en même temps, il y a deux autres aspects qui est encore reliés à l'humain et toujours aux technologies, qui est d'aider ces développeurs-là à réussir. Donc, c'est pas juste la promotion, c'est aussi comme je disais, la partie support, la partie être là pour la communauté. Puis une autre partie que je trouve super importante dans mon rôle, c'est aussi de cette connexion-là que je fais avec les gens m'apportent du feedback, m'apportent des idées. Les gens me confient les problèmes qu'ils ont avec nos technologies ou même avec d'autres technologies. Donc, mon travail est de ramener ces commentaires-là, ce feedback-là à l'équipe de produits pour essayer d'influencer un peu les prochaines fonctionnalités ou les prochaines versions du logiciel, ou dans mon cas, c'est du SDK pour FitbitOS. Fred, tu es un pont. Je suis un pont. Ah oui, c'était le pont entre la compagnie et les développeurs. Donc, puis l'information va dans les deux sens. Oui. C'est vraiment ça que tu fais, là. Tu t'es le lien, là. Ben c'est bien, on m'a défini comme plusieurs choses dans la vie, jamais comme un pont, mais je trouve que ça fait beaucoup de sens.
Bienvenue au Visual Studio Talk Show. On espère qu'on ne te décrira pas comme un pont en Italie dans la ville de Gênes parce que ça pourrait pas avoir une connotation positive. Oh là là là, Mario. Frédéric, bon, ça fait quoi, là? 3 fois, 4 fois que tu fais notre podcast, donc c'est pas de nouveauté pour toi. Mais tu connais la formule, on va quand même permettre aux auditeurs qui n'auraient jamais eu la chance soit de t'entendre notre podcast ou de te rencontrer, d'avoir un peu une idée de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis après ça, on va parler du sujet aujourd'hui qui est justement, on va parler de tous les outils de développement pour le SDK de Fitbit, donc pour cette plateforme-là. On va décrire c'est quoi le produit un peu plus tard dans l'émission. Donc, aujourd'hui, tu travailles pour Fitbit, mais dans le passé, c'est pas la première fois que tu fais ce type de métier-là. Tu l'as fait pour Microsoft, tu l'as fait pour Mozilla, puis là, j'oublie sûrement d'autres compagnies. Donc, c'est un métier que tu connais bien maintenant, là, à faire ce que Guy décrit comme étant le pont. Oui, ça fait quelques années que je fais ça. Je fais ça dans des grosses entreprises ou plus petites entreprises. J'ai toujours aimé ce rôle-là de la minute où j'ai su que ça existait. Parce que pour moi, je trouve que c'est un beau mix entre la technologie et l'humain. Donc, ça me permet de garder le côté technique. Je suis un développeur à la base. Donc, ça me permet de garder mon côté technique. C'est sûr que je travaille pas sur des produits. Je code pas des produits temps plein comme quand j'étais développeur ou quand j'étais à mon compte. Mais j'ai l'aspect humain dans tout ça où, oui, il y a l'aspect toujours de promotion un peu, mais pour moi, c'est vraiment d'essayer d'aider les développeurs à réussir. Puis, c'est sûr qu'à la fin de la journée, j'espère qu'ils réussissent en utilisant mes technologies, mais ça, c'est une autre discussion. Mm-hmm. Puis, ce métier-là, ben, je pense que le premier employeur où tu as commencé vraiment à faire ça, c'est quand tu as joint l'organisation de Microsoft, il y a plusieurs années maintenant de cela. Moi, je sais que c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré les premières fois. Oui, c'est quand j'étais chez Microsoft, j'ai été étonnamment, ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années, puis on m'avait approché pour ma personnalité, si je peux dire, mais surtout le fait que j'étais pas nécessairement un branché technologie Microsoft, j'étais beaucoup plus dans l'open source, puis là on parle de avant Satya, donc dans les années Ballmer, où il y avait plein de bonnes choses qui se passaient à Microsoft, mais Microsoft n'était pas nécessairement ouvert et comme on dit en anglais, ne jouait pas nécessairement très bien avec les autres. Donc, mon travail chez Microsoft, c'était Microsoft Canada, c'était vraiment de connecter avec les communautés open source, parler d'interopérabilité, parler de data ouvert aussi, puis essayer d'aller connecter avec ces gens-là, essayer de voir comment Microsoft peut s'intégrer, essayer de voir comment ces développeurs-là, ces communautés-là peuvent s'intégrer aussi à travers l'écosystème Microsoft. Donc, c'était vraiment un travail de terrain qui était très formateur, si je veux dire, parce que, tu sais, dans ce temps-là, c'est littéralement, je travaillais pour l'Empire du Mal, comme je me dire et blaguer, parce que c'était exactement comme ça que Microsoft était vu par la plupart des gens qui n'étaient pas dans le milieu Microsoft. Donc, moi, j'étais le mauvais garçon qui allait dans ces groupes-là. Fait que c'était très formateur pour le travail, mais c'était ça, bien. C'est dans quelles années à peu près? C'était en 2010-2011. Donc, et là, on est en 2018. Le changement est incroyable. Oui. Puis, tu sais, c'est pour avoir été chez Microsoft, ce que j'ai toujours dit, puis que je continue à dire, même des fois on me dit, Fred, arrête, tu travailles plus chez Microsoft, mais ça change pas ce que j'ai vu, ça change pas ce que je vois. Et globalement, c'est tellement une grosse entreprise que pour bouger ce bateau-là, ça prend du temps, ça prend d'énergie, ça prend de l'éducation à l'interne et à l'externe. Je pense qu'à travers toutes ces années-là, cette éducation-là s'est faite. Et le changement de mentalité est arrivé, mais ça prend aussi un changement de mentalité qui vient d'en bas, mais qui vient d'en haut aussi. Et avec tout le respect que j'ai pour Ballmer et son amour inconditionnel pour Microsoft, il a fait plein de belles choses, mais avec un CEO comme Satya, qui est déjà très ouvert sur l'ouverture, si je peux m'exprimer ainsi. Je pense que ça a permis à Microsoft d'aller de l'avant. Et qu'on aime ou on n'aime pas, je pense que ça continue à aller dans la bonne direction. Mais ça, c'est mon opinion. Juste par curiosité, est-ce que dans les années, parce que bon, ça fait plusieurs années que tu travailles plus chez Microsoft, mais est-ce que les gens de Microsoft à un moment donné t'ont approché pour soit une reconnaissance MVP ou des choses comme ça?
Oui, oui. En réalité, même j'ai été MVP Internet Explorer quand j'étais chez Mozilla. Ce qui est assez intéressant parce que j'avais un Mac et je pouvais pas utiliser Internet Explorer. Mais c'était dans le temps où les reconnaissances étaient vraiment spécifiques à un produit. Mais je pense que je m'en ai dit son nom, il n'est pas décédé, mais il travaille plus chez Microsoft. Simran, qui roulait le programme MVP, avait déjà cette vision-là d'aller outre le produit et d'aller vraiment vers l'aspect technologie ou ouverture. Donc, je pourrais dire que j'étais plus un MVP technologie web qu'Internet Explorer, mais parce que c'était très lié au produit après un an, même si j'ai quand même aimé ce que j'ai fait, comme j'utilisais pas le produit, puis je pouvais pas donner le meilleur de moi-même en termes de MVP, j'ai renoncé à la reconnaissance. Mais j'ai travaillé par la suite avec d'autres gens chez Microsoft lorsque j'étais à mon compte sur différentes conférences, ou toujours relié à ce qui était alentour de l'open source ou de l'ouverture de Microsoft. Bon, puis bon, je t'entends parler de communication, qui utilisait le terme de quelqu'un qui fait des ponts. Donc, t'as toujours aussi été quelqu'un qui bloguait beaucoup, donc et qui s'est même commis à écrire des livres, donc t'as publié. Si tu peux rappeler peut-être les livres que t'as publiés dans ces dernières années. Oui, ben en réalité, j'ai publié seulement un livre qui est publié chez A-Press. Puis c'est un livre pour les gens techniques, mais c'est pas un livre technique. Donc c'est sur le personal branding. Le titre est extrêmement long, je ne l'ai pas choisi, mais c'est Success in Programming: How to Gain Recognition, Power and Influence Through Personal Branding. Je rappelle, j'ai pas choisi le titre, mais j'ai pas choisi non plus le cover, l'image, mais le contenu, c'est moi. J'ai eu cette chance-là. Donc, moi, je trouve que c'est sûr que de par mon rôle, j'ai un rôle où ça m'a permis d'être beaucoup plus visible, d'avoir une tribune à différents niveaux, que ce soit de présenter dans les conférences, d'organiser des groupes d'utilisateurs, d'écrire des billets de blog. Mais le branding m'a aidé beaucoup à passer aux différentes étapes dans ma vie professionnelle. Et je crois que je suis une personne qui croit que tout le monde a une marque personnelle en français, et que si on n'en prend pas le lead, si on prend pas cette opportunité de la gérer nous-mêmes, les autres vont le faire pour nous. Puis c'est aussi simple de dire, demande à un de tes collègues qu'est-ce qu'il pense de toi ou qu'est-ce qu'il dit de toi quand t'es pas là. Essaie de savoir ces informations-là, puis c'est heureusement ou malheureusement ton branding. Donc t'es mieux d'en prendre les rênes et de le gérer toi-même. Donc le livre donne des trucs sur, ça parle un peu de mon histoire, donc c'est basé sur mon expérience, parce que je considère pas que j'ai une expertise sur le sujet, mais j'ai une expérience sur le sujet. Donc le livre est basé sur ça et aide les développeurs à essayer de voir c'est quoi le prochain niveau pour eux autres, peu importe ce que c'est, ou définir le succès pour eux autres en utilisant leur branding. Puis là, depuis presque un an, t'es dans l'aventure Fitbit. Donc, oui. Puis bon, juste pour situer imaginons là, qu'un auditeur, là, il entend le mot Fitbit et il n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est ça. Fitbit, là, pour lui, là, c'est nouveau. Donc, si on veut, là, en quelques mots, lui présenter qu'est-ce que c'est, dans quel domaine œuvre cette entreprise-là, quel type de produit elle fait. Mais imaginons que tu as la chance en 15 secondes ou 30 secondes dans un ascenseur de lui expliquer ça. Comment tu ferais ça? Oui, Fitbit, c'est une entreprise qui a pour mission d'aider les gens à devenir plus en santé ou à être plus actifs. Et Fitbit a réussi ça à travers les années. Se sont démarqués surtout avec les podomètres intelligents. Je dirais donc les petits devices, les petits appareils que tu as sur toi qui vont compter les pas, qui par la suite ont fini par compter ton rythme cardiaque ou par monitorer tes exercices. Et dans la dernière année, c'est lancé dans les montres intelligentes, mais toujours avec un aspect axé sur la santé, axé sur être beaucoup plus actif. Donc, c'est la marque numéro 1 quand il vient le temps de parler de une marque au niveau active où la mission est de travailler l'aspect santé. Donc, pendant les dernières années, les gens connaissent beaucoup Fitbit à cause des podomètres, donc les step trackers. Mais dans la dernière année, Fitbit innove avec différents produits, dont les montres intelligentes. Puis c'est pas une compagnie qui est apparue dans les derniers 12 mois. Là. C'est quand même plusieurs années là, que Fitbit est là.
Oui, ça fait, si je me trompe pas, ça fait une dizaine d'années que Fitbit est là. Donc, ça a commencé par un geek, un gars technique avec un gars qui avait un esprit un petit peu plus entrepreneurial, qui ont présenté quelque chose, je me trompe pas, c'était à South by Southwest, il y a une dizaine d'années, puis c'était vraiment quelque chose fait dans un garage, là, l'histoire un peu de la Silicon Valley. Et ils ont été chercher du financement et étaient basés à San Francisco, et ça a grossi. Présentement, il y a plus que 1000 employés. Puis c'était à l'origine, c'était vraiment le bracelet là, que tu mettais sur ton poignet, puis qui permettait de compter les pas, comme tu disais, un podomètre. Et d'entrée de jeu, dès le début, c'était un mix de technologie et de logiciels. C'était pas juste une compagnie de matériel, c'était pas juste une compagnie de logiciels, c'était vraiment un mix des deux. Hein. Oui, c'est encore une grande partie de qui est Fitbit présentement. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a eu la démarcation qui s'est faite par rapport à d'autres entreprises avec le côté hardware, le côté matériel, ça l'a permis à Fitbit d'aller chercher un nombre d'utilisateurs impressionnant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi une base de données impressionnante en termes de données reliées à la santé ou reliées à l'activité des gens. Bien sûr, là, j'embarquerai pas dans tout ce qui est gestion des données privées. C'est très important chez nous, encore plus avec GDPR et tout ce qu'on entend ces derniers temps. Ça a toujours été important chez Fitbit, mais ça fait en sorte qu'on a quand même une grande base d'utilisateurs. Frédéric, donc on dit que la compagnie a commencé il y a une dizaine d'années, mais c'est des jalons importants là, de la compagnie. Un des jalons importants, est-ce que je me trompe, c'est quand, avec la croissance, ils ont acheté une compagnie qui faisait des montres. J'oublie le nom. Peux-tu me rappeler comment elle s'appelait, cette compagnie-là? Pebble, c'est ça. Pebble, oui. Ouais, Pebble avait un succès énorme en termes de... Ça a été dans le projet sur Kickstarter qui a ramassé le plus d'argent. Je me souviens pas des chiffres exactement, mais il avait lancé, si je me trompe pas, c'est au moins 2 montres intelligentes. Et la compagnie, les produits étaient intéressants, mais malheureusement, la compagnie financièrement n'allait pas nécessairement bien. Donc, Fitbit a racheté une partie de l'entreprise il y a environ 2 ans, donc on approche il y a 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre, on a lancé Fitbit OS, donc on a lancé les premières montres intelligentes de Fitbit en donnant accès aussi à un SDK pour les développeurs, mais la technologie n'est pas basée sur ce qui avait été fait chez Pebble. Donc, ce que Fitbit a racheté, c'est, dans le fond, l'intelligence collective, c'est l'expérience que les ingénieurs, que les développeurs avaient à construire ce genre d'appareil-là, ce genre de device-là, et de reproduire cette expérience-là chez Fitbit avec les différentes missions qu'on avait, avec les différentes directions au niveau entreprise, au niveau business, c'est ce qu'on avait comme plan par rapport à ces appareils-là. Donc, ça fait en sorte que... Oui, vas-y. C'est un peu comme si vous aviez donné la chance à tous ces ingénieurs-là, de dire, bon, là, vous pouvez faire maintenant la version 2, ou en tout cas, vous pouvez refaire votre système d'exploitation. C'est ça qui est devenu Fitbit OS, donc c'est pas comme une première incantation, c'est vraiment quelque chose qui vient de gens qui sont dans le domaine depuis plus qu'une dizaine d'années, puis qui ont réfléchi à toutes les problématiques, ce qui fait que probablement que le système d'exploitation est très riche, ou en tout cas très adéquat là, pour le domaine métier. Là. Ben, c'est sûr qu'on a bénéficié énormément de ça. Moi, je suis arrivé pas mal longtemps après l'acquisition, mais je travaille aujourd'hui étroitement avec plusieurs ingénieurs qui étaient chez Pebble, et ces gens-là sont extrêmement brillants. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tous anglophones, donc ils comprendront pas que je vienne de dire qu'ils étaient très brillants. Par contre, ça a été quand même un sujet très controversé, le rachat de Pebble. Beaucoup de gens savaient pas que l'entreprise n'allait pas bien financièrement. Ça a aussi mis fin à la ligne de produits Pebble parce que Fitbit a décidé de ne pas continuer à supporter le produit. C'est-à-dire qu'il y a eu un support pendant quasiment 1 an et demi pour s'assurer que la communauté pouvait peut-être reprendre le projet, pour s'assurer que les gens qui avaient acheté les appareils puissent continuer à les utiliser. Mais c'était pas dans les plans de Fitbit de continuer la lignée Pebble. Donc, c'est sûr que ça crée quelques petits énervements, je dirais, dans la communauté. Mais en même temps, pour les gens qui ont su voir outre certaines problématiques,
certains développeurs ont vu cette opportunité-là d'avoir accès à cette nouvelle plateforme-là, d'avoir une entreprise aussi comme Fitbit qui n'est pas née dans les derniers jours et qui a quand même les reins solides, de se lancer dans ce nouveau challenge-là. Ce qui fait que nous, quand on est arrivé avec une nouvelle plateforme, l'équipe on est 2 dans le fond dans notre équipe, on a pu commencer cette communauté-là avec une base de développeurs qui venaient de la communauté Pebble. Mm-hmm. Donc, ce fait qu'on n'est pas, pour mon travail, c'est bien parce qu'on avait quelque chose à bâtir en partant de zéro, puis en même temps, on n'est pas vraiment parti de zéro en termes de communauté de développeurs. Parce que ça, donc là, l'idée, c'était, bon, Fitbit décide qu'ils vont bonifier leur outil, leur podomètre, leur pas l'outil, mais leur produit qui sert justement à ce qu'on pourrait appeler la gestion de la santé. Je sais pas si c'est une bonne façon de décrire. En disant, on va rajouter la montre, on va rajouter un écosystème plus riche, puis à partir de là, ils décident de faire un système d'exploitation et qui sont dit un système d'exploitation, ça veut dire probablement un SDK, c'est-à-dire un Software Development Kit, un environnement de développement pour permettre à la communauté de faire des applications pour le fameux Fitbit OS? Oui, puis tu sais, moi, j'ai pour en dire que c'est toujours une situation qui est gagnant-gagnant dans tous les sens, c'est-à-dire que d'avoir un SDK qui est ouvert aux développeurs, mais ça permet l'innovation au sein de ta plateforme. Donc, c'est gagnant pour l'entreprise en termes de veux pas les développeurs qui créent des applications, peu importe la plateforme, ça donne plus de choix aux utilisateurs. Les utilisateurs ayant plus de choix, il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités d'utiliser ces produits-là ou ces services-là, ce qui fait que possiblement, dans notre cas, plus de ventes, mais en même temps, cette créativité-là qui vient des gens, des développeurs, moi, ça fait quelques années, on parlait tantôt que je fais ce travail-là, ça fait quelques années, plusieurs années que je suis développeur, c'est sûr pas comme vous, messieurs, pas si longtemps, mais ça fait quand même quelques années que je fais ça, et la créativité des développeurs est j'ai pas d'autre mot que hallucinante. C'est magnifique de voir tout ce que les gens pensent et peuvent faire sur une plateforme. Pousser les limites de la plateforme, c'est impressionnant. Mais moi, je suis un peu curieux quand tu dis les gens, c'est de la créativité. Donc, juste pour donner une idée, c'est quoi le type d'application que les gens peuvent construire pour Fitbit? Y a-t-il quelques exemples qui est typiques qui pourraient donner un peu une idée, un aperçu de voici le genre d'application que les gens font? Parce que j'imagine que Fitbit, vous fournissez la montre, donc la fonction montre est déjà là. La fonction podomètre, j'imagine aussi. Oui, dans le fond, il y a 2 types d'applications principales qui peuvent être faites sur la montre. Donc, c'est une montre intelligente comme les montres intelligentes qui existent présentement en termes de... On va pas limiter le type d'application seulement à tout ce qui est relié à la santé ou tout ce qui est relié à l'activité physique ou à la bonne nutrition. Donc, on ouvre la plateforme à tout type d'applications, jeux ou peu importe. Par contre, comme développeur, j'ai 2 choix. Donc, tu disais tantôt, oui, on offre l'aspect montre, mais quelque chose qui a été repris, je pense, de Pebble est l'idée d'avoir différents thèmes en termes de montre. Donc, on appelle ça des clock face. Dans le fond, le visuel. Le visage, le visuel de la montre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire par rapport aux développeurs parce que tu peux faire différents visuels, mais tu peux aussi montrer différentes statistiques sur ton visuel de montre. Donc, ça, c'est très bien pour les développeurs qui peuvent laisser aller leur créativité. Et c'est la partie pour laquelle je suis extrêmement impressionné. Mais en même temps, comme je disais tantôt pour les utilisateurs, ce soir, je m'en vais dans une soirée un peu plus chic. Je vais mettre un visuel qui fait peut-être un peu plus monde chic rétro. Demain, je m'en vais prendre un verre avec mes amis. Je vais mettre quelque chose peut-être un peu plus flyé. Ou je m'en vais faire du camping. Je vais avoir plus, ou faire du hiking. Je vais avoir plus de statistiques sur mes battements de cœur directement sur ma montre. Quand je l'ouvre, je peux l'avoir, même si j'ai accès à ces statistiques-là dans d'autres types d'applications. Mais en même temps, il y a la partie clock face, mais il y a la partie application standard. Au niveau technologique, il n'y a pas nécessairement de différence en termes de pour les développeurs, mais tu vas avoir les applications où là, ça va être je veux consulter le New York Times ou je joue au golf, puis sur ma montre, j'ai un GPS, puis je veux savoir mon parcours, je veux rentrer mon score, ou tout simplement les bonnes vieilles applications qu'on trouve sur toutes les plateformes comme la calculatrice ou la flashlight, name it.
Ils sont présentement dans la galerie, mais il y a encore plein d'opportunités pour nous. Quand on parle de galerie, ça, c'est un espèce de App Store dans lequel les développeurs vont pouvoir mettre leur application? Oui, c'est exactement ça. C'est le même principe que les App Store qu'on connaît. Par contre, la manière que la plateforme fonctionne, c'est vu que c'est une montre intelligente, tout passe par l'application Fitbit qui s'installe sur ton téléphone, donc soit iOS, Android ou même Windows. On supporte même Windows. Donc, vous installez l'application Fitbit et par cette application-là, tu peux installer soit des applications ou des clock face sur ta montre intelligente. C'est le même principe pour les développeurs. OK, ça c'est pour le déploiement d'applications, mais après ça, la montre, elle n'a pas besoin d'être connectée à un téléphone. Non, ça dépend. Si tu veux transférer des choses sur ton téléphone, donc des applications, accéder à différentes données, tout se fait par le téléphone, c'est-à-dire que tu vas devoir avoir ton téléphone pas très loin, donc c'est connecté par Bluetooth. Par contre, un exemple, on a 2 types de montres intelligentes présentement. On a la Fitbit Versa, qui est la montre la plus récente, et on a la Ionic, qu'on a lancé au mois de novembre quand on a lancé la plateforme. La Ionic est un peu plus chère, mais elle a un GPS intégré. Donc, par exemple, si je décide d'aller faire de la course, j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone avec moi. Donc, je vais recueillir pendant mon exercice, pendant ma course, les données. Tout va être sauvegardé, mais une fois que je vais les synchroniser avec mon compte Fitbit, là, je vais avoir besoin d'être pas trop loin de mon téléphone à un certain moment donné pour que cette connexion-là. OK, tandis que la Versa, elle a pas de GPS intégré. Donc, si tu veux avoir ton data de GPS, il faut que tu la connectes avec un téléphone. Donc, si tu pars à courir, tu fais une course, il faut que tu aies les 2 appareils avec la Versa. Exactement. Ou tu n'auras pas tes données GPS. Ouais. Donc, tu peux quand même aller courir. Tu vas aller chercher tes signes vitaux comme ton battement cardiaque. Ouais. Tu vas compter les pas et ce que tu fais pendant ton exercice, mais tu n'auras pas tes informations pour les GPS. Là, moi, je suis juste curieux. Donc, si on fait un petit survol de c'est quoi les espèces de senseurs ou en tout cas de la technologie qu'il y a dans ces montres-là. On s'entend, il y a un processeur, il y a de la mémoire, mais donc on a parlé d'un GPS dans la version un peu plus haut de gamme, en tout cas, donc tu as des senseurs pour avoir des. Donc c'est quoi, comment on décrirait toute cette technologie-là qu'on trouve dans ce qui est très de la miniaturisation, là, c'est tout petit, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'il peut y avoir là-dedans. Oui. Donc, on va retrouver un peu ce qu'on voit sur les téléphones. Donc, on va avoir un gyroscope, on va avoir un accéléromètre, on va avoir même un baromètre. Dans quelque chose qui serait spécifique à la montre, on parlerait aussi du heart rate monitor. Donc, dans le fond, pour savoir tes battements de cœur. On va avoir aussi un sensor pour les orientations. Donc, on retrouve, comme je dis, on retrouve un peu les sensors qu'on va avoir sur un téléphone, sauf que là, on parle d'une montre qu'on a sur notre poignet. Puis ça, c'est même des senseurs pour par exemple, tu sais, ton humidité de ta peau, des choses comme ça, là, si t'as la sueur, des choses comme ça, ou là, je suis vraiment en train de fabuler? Ben, t'es en train de fabuler un peu, dans le sens qu'on n'a pas ces sensors-là présentement, mais je veux dire, je ne suis pas au courant de tous les sensors sur lesquels on travaille. Le département R&D sont assez bons pour garder les choses secrètes, mais moi, je vois plein de possibilités dans le futur de par les technologies qu'on utilise et de par le fait que tu parlais de miniaturisation tantôt, d'avoir tous ces sensors-là dans une montre. Je veux dire, moi, quand j'étais jeune, on avait à peine une montre. Quand on avait une montre calculatrice, c'était la fin c'était exceptionnel. Ouais. Donc, d'avoir tout ça dans une montre intelligente comme ça, je pense que l'avenir laisse place à plusieurs opportunités. Fait que là, il y a 2 montres, la Ionic qui est la haut de gamme, puis la Versa. Donc là, on peut développer des applications ou du visuel là, pour ces montres-là. Est-ce qu'on peut le faire aussi pour l'autre série? Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de SDK qui est disponible pour les autres appareils. Donc, c'est vraiment là pour les 2 montres là, qui sont disponibles présentement. Oui. Puis, dans le fond, l'approche que Fitbit a pris, c'est qu'on a développé un système d'exploitation pour les montres intelligentes. Donc, ces 2 montres-là ont le même système d'exploitation, Fitbit OS, qui est pas le même système qu'on a sur les Step Tracker. D'ailleurs, au moment d'enregistrer, aujourd'hui, on a lancé un nouveau Step Tracker. Je dirais un Step Tracker intelligent parce que ça compte pas seulement les pas, mais c'est pas une montre intelligente et ça n'a pas le même OS que les montres intelligentes. Donc, il n'y a pas non plus de SDK parce qu'il y a beaucoup plus de limitations. Mais si on vient aux 2 montres intelligentes, la Ionic et la Versa, comme c'est le même système d'exploitation, ben pour les développeurs, j'ai simplement
besoin de dire sur quel monde je décide de permettre l'utilisation de mon application. Et en réalité, ça va être quelques petits changements subtils, que ce soit l'utilisation du GPS intégré, comme on parlait tantôt, ou la grandeur d'écran qui va être quelque chose qu'on va pouvoir gérer directement dans le code. Donc, c'est très facile de développer pour les deux devices présentement. On parle de développer. Comment ça marche? Comment on développe des applications pour ces deux montres-là? J'étais justement en train de me dire qu'on parlait de développement depuis tantôt puis qu'on avait sauté le plus intéressant. Ce qui est intéressant, justement, c'est que pour développer, on utilise JavaScript, CSS et SVG. Ce qui est un peu spécial, je dirais, parce qu'habituellement, quand on entend le combo CSS, JavaScript, on s'entend à ce que le troisième soit HTML. Mais pour les gens qui avaient utilisé du SVG, c'est assez semblable-ish en termes de technologie ou en termes de syntaxe. Et c'est vraiment le SVG qui va te permettre de faire la structure de ton application. Le CSS, bien sûr, qui va te permettre de le décorer ou l'animer un peu. Et le JavaScript, où tu vas faire ton intelligence de ton application. Donc, on essaie le plus possible de respecter les standards. C'est sûr qu'on est sur un matériel qui est pas nécessairement standard, qui est propriétaire aussi. Donc, ça serait un subset des technologies JavaScript, CSS et SVG. Mais tout est disponible sur le site dev.fitbit.com. C'est là où on a la documentation. Donc, pour un développeur qui utilise des technologies web présentement, c'est très facile de développer pour la plateforme. Pour un développeur qui ne connaîtrait pas, quelqu'un qui fait peut-être seulement que du .NET et n'utilise pas nécessairement d'HTML, quoique ça doit être un peu plus rare de nos jours, c'est quand même une technologie qui est pas très complexe à apprendre et à commencer. Parce que, comme je disais aussi tantôt, c'est une minimisation de ce qui est disponible présentement dans les navigateurs parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on peut faire dans un navigateur. Donc, je veux développer, est-ce que j'ai absolument besoin d'une montre, d'une montre physique ou est-ce qu'il y a un simulateur qui est disponible? Donc, oui et non, pour répondre à ta question. Dans le fond, on a un simulateur. Ça permet de faire du développement beaucoup plus rapide que sur une montre réelle. Par contre, toute personne ou tout développeur ou compagnie qui a un simulateur va te dire que c'est toujours préférable de tester sur un appareil réel avant de déployer dans un App Store. Et de notre côté, on a cette directive-là, c'est-à-dire que tu dois absolument, en tant que développeur, avoir un appareil réel, donc avoir une montre réelle avant de pouvoir publier une application dans le App Store. Donc, il y a différentes raisons pour ça, mais présentement, c'est une obligation. Par contre, si je veux m'amuser un petit peu là après le podcast, là, si je décide, hey, ça a l'air le fun ce SDK-là, puis c'est cette façon-là de développer, je pourrais le faire là, juste faire un petit test. Là. J'aurais pas besoin d'acheter de montre, mais quand même les montres sont pas dispendieuses. C'est pas dispendieux comparé à d'autres montres sur le marché. Par contre, ça reste quand même surtout si on parle canadien. Oui. Surtout si on parle canadien, argent canadien, on commence à, je pense, la Versa qui est la moins chère présentement est environ à 300 $ canadiens. Donc, c'est sûr que si c'est juste pour tester et t'amuser, ça commence quand même à être un hobby qui coûte quelques sous. Mais d'un autre côté, c'est sûr que là, je suis un peu vendu, mais une fois que tu l'essaies, tu l'aimes bien, puis c'est quand même un beau cadeau. Là. C'est pas juste pour développer. Mais ce qui est bien aussi, là, on parlait de technologie pour développer, c'est que présentement, tu n'as même pas besoin d'installer rien sur ton ordinateur. Donc, tu as besoin d'un navigateur, une connexion Internet. Tu vas sur studio.fitbit.com et tu as accès au IDE, dans le fond, à l'environnement de développement qui est dans ton navigateur. Donc, c'est sûr que là, une fois, si tu veux tester, tu vas installer le simulateur sur ton ordinateur. Mais pour développer, ça se fait directement dans le navigateur. Puis même pour les gens qui voudraient un peu plus loin, ce qui est vraiment bien, c'est qu'au moment où vous allez publier le podcast, on va avoir annoncé ça. Donc, on met en ligne, on met à la disposition des développeurs un Command Line Interface, donc un CLI Tools, ce qui va permettre aux développeurs de leur ordinateur directement dans la ligne de commande, que ce soit sur Windows, Linux ou Mac, vont pouvoir compiler, travailler sur leur projet. Donc, une des choses qui est très bien avec le studio, le Fitbit Studio, c'est que tu n'as pas besoin de rien installer sur ton ordinateur pour développer. Donc, la courbe d'apprentissage est vraiment rapide.
t'as pas de problème de dependencies quand tu installes tes outils, tout fonctionne bien. Mais en même temps, c'était quand même difficile de travailler à plusieurs sur un projet. Les gens qui sont habitués avec un environnement de travail n'avaient pas nécessairement cet environnement-là dans le studio. Donc, d'avoir un CLI Tools, ça permet aux gens d'avoir cette interface-là. Ça va permettre aux gens probablement d'utiliser les types de gestion de version de fichiers comme Git ou de mettre leur projet sur GitHub ou Bitbucket de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus facilement. Mais surtout, le travail d'équipe va être facilité énormément parce que Studio permettait seulement un développeur par projet. Donc, ça va être... Là, avec Studio, là, tu es dans le browser, mais là, comment tu transfères l'application que tu développes? J'imagine que ta montre doit être connectée à ton ordinateur. Oui, donc c'est la partie où tu as besoin d'une connexion Internet. Tu as deux façons de connecter ou deux processus. C'est-à-dire que la manière que l'architecture est faite, c'est que tu as ton application qui roule sur la montre. Tu as accès à toutes les API qui sont sur le device lui-même, mais tout passe par, et c'est une question d'architecture, tout passe par l'application Fitbit. Donc, si je veux aller chercher des données sur Internet, si je veux accéder à un service web, je dois utiliser par exemple, qui est un peu l'équivalent du WebSocket, d'utiliser un messaging API pour dire à mon application FitbitOS qui est sur mon téléphone mobile, j'ai besoin d'aller chercher telle ressource. Cette application-là va aller chercher la ressource sur Internet, va la ramener et va la transférer à la montre. Donc, j'ai accès aussi à un API par rapport à ce qu'on appelle le Companion API, donc le compagnon, qui est l'application Fitbit sur le téléphone. Je peux aussi avoir des configurations qui sont dans mon application Fitbit sur le téléphone, ce qu'on suggère aussi aux développeurs, parce que là, on parle quand même d'un écran qui est miniature. Donc, on essaie de mettre le moins de choses possibles sur l'écran et de mettre que les choses qui sont principales. Donc, une fois que tu veux développer, tu as développé dans ton IDE, tu veux faire rouler ça sur ta montre. Quand tu vas dans la montre, tu as accès dans les configurations à connecter c'est très drôle, le Developer Bridge, donc le pont des développeurs. Donc, tu peux connecter Fred directement à ton IDE. Donc, tu vas connecter à ton IDE. Et vu que ta montre est enregistrée à ton compte, donc le lien se fait par magie en arrière et on comprend que c'est ta montre versus ton espace de développement. Si tu veux faire la même chose avec les configurations, tu as aussi cette option-là dans l'application mobile où tu peux connecter ton application mobile au Developer Bridge et par cette connexion-là, tu vas être capable de rouler ton application, de la déployer directement sur ton téléphone. Et c'est le même processus qui se fait, je dirais, un peu plus facilement avec le simulateur parce que le simulateur, une fois qu'il est connecté sous ton compte, dans le simulateur, va se connecter directement à l'IDE. Le simulateur, est-ce qu'il roule localement ou est-ce qu'il roule dans le browser? Donc, le simulateur roule localement. Okay. Donc, l'IDE roule dans le browser, le simulateur roule localement. On aurait pu, je pense, le faire directement dans le simulateur, mais je pense que ça rajoutait une énorme couche de complexité. Donc là, tu expliquais tout à l'heure que quand je développe l'application, si j'ai à, je sais pas moi, aller chercher des données sur un site externe, je vais passer par l'application Fitbit. Donc, c'est comme une couche applicative que je dois utiliser pour connecter sur le monde extérieur? Oui, c'est transparent pour l'utilisateur. Puis quand je l'explique, des fois, les développeurs me regardent puis font « Mon Dieu, Fred, c'est pourquoi c'est compliqué? Pourquoi je peux juste pas utiliser la technologie qui est sur la montre pour accéder directement à Internet quand je suis connecté, par exemple, à un réseau Wi-Fi? » Mais c'est une décision d'architecture. Ce qui fait en sorte que parce qu'on utilise le plus possible les ressources du téléphone, qui on s'entend est un mini-ordinateur et qui a une batterie quand même assez puissante, ça fait en sorte que, toujours dépendant de comment le développeur a fait le travail, on garantit aux utilisateurs un temps avec la montre de au moins 4 jours, jusqu'à 5 jours et plus. Donc, toutes ces décisions-là qui, des fois, peuvent sembler un peu plus complexes pour le développeur, sont toujours faites en gardant l'utilisateur en compte, mais c'est vraiment quelque chose c'est un processus qui est facile. Mais ça empêche de se tirer dans les pieds, dans le sens où ça empêche de faire des choses qui pourraient vider la batterie ou... Exactement. Puis j'imagine aussi...
s'il n'y avait pas ce mécanisme de protection-là, il n'y aurait peut-être pas eu l'acceptation par Apple ou par Android de l'application en disant elle peut être utilisée de façon malveillante. Donc là, en assurant les gens d'Apple, ça va être toujours ça, les opérations qui vont se faire. Puis parce que si tu donnes Mais trop non, de mais là, on flexibilité... parle de l'application qui roule sur l'appareil, pas sur le téléphone. Je pense pas que l'application de Fitbit aurait été acceptée par Apple dans leur magasin si elle laissait trop de flexibilité aux développeurs. Donc, de cette façon-là, Apple ont dit oui, c'est bon, on l'accepte, mais de l'autre côté, eux autres, ils forcent les développeurs à passer par leur couche de messagerie. Ce qui n'est pas une mauvaise pratique aussi, parce que comme tu dis, vous autres, vous l'avez optimisé pour sauver, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de coûts performance ou coûts de cycle de CPU. Oui, puis parce que la montre, elle ne peut pas se connecter directement sur Internet. Elle passe tout le temps par le téléphone. Oui, c'est ça. Le seul moment où elle va se connecter directement sur Internet, c'est pour la mise à jour du firmware. Donc, ça, c'est le seul moment où on permet la montre de se connecter directement pour une question de rapidité et d'efficacité. Mais pour une question d'architecture, et ce qui est un des grands points de vente de nos montres, c'est vraiment le temps de batterie. Donc, j'ai pas besoin le soir de toujours mettre ma montre quand je me couche. Au contraire, c'est d'une certaine façon, on encourage l'utilisateur à dormir avec leur montre, pas pour devenir dépendant de la technologie, mais parce qu'il y a l'aspect où il y a une détection de ton sommeil. Donc, est-ce que tu rentres dans tes phases réparatrices de sommeil? Combien d'heures tu as dormi? Avec différentes analyses et différentes récupérations et analyses de données. Mais tu parlais tantôt, Mario, du App Store, des limitations probablement d'Apple et même de Google. Donc, je pourrais pas nécessairement répondre à ton interrogation spécifique, mais ce que ça a amené un peu plus de complexité de notre côté, c'est vu que les applications sont installées par l'application qui est sur ton téléphone. Donc, selon les normes d'Apple et Google, on ne peut pas vendre dans les applications mobiles sans passer par leur système. Probablement parce que si on ne passe pas par le système, ils n'ont pas un pourcentage sur les ventes. Ce qui fait que pour les développeurs sur Fitbit, il y a moyen de vendre tes produits, il y a moyen d'avoir des versions d'essai, mais on doit contourner un peu la logique de tout ça. Donc, ça se fait pas directement dans l'application de la montre, ça doit être fait par un tierce pour être capable de rentrer dans les normes de légalité d'Apple. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a possibilité pour les développeurs de faire d'argent. Même, on encourage ça. Les développeurs qui veulent vendre leurs produits, quand même, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de travail qui est fait. Mais il y a un petit niveau de complexité par rapport à la plateforme directement où Apple, c'est directement leur service, c'est directement leur écosystème et même chose pour Google. Au niveau des applications, là, on a parlé des faces, c'est-à-dire des applications qui changent l'interface. Est-ce qu'il y a moyen de faire des applications un petit peu plus business? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est en récoltant les informations des sensors sur la montre? Oui, mais dans le fond, il n'y a pas possibilité de faire la limite, c'est vraiment la créativité des gens. Le seul bémol que je mets quand j'ai cette discussion-là, c'est que les gens qui sont pas habitués de développer pour une montre, ça a l'air ridicule à dire ce que je veux dire, mais il faut vraiment prendre en compte la grandeur de l'écran. Parce que l'idée, c'est pas de reprendre l'expérience d'un téléphone et la reproduire sur la montre. C'est d'utiliser les capacités de la montre et d'utiliser la grandeur d'écran pour donner une expérience qui serait spécifique à la montre. Puis moi, je trouve que c'est les meilleures applications qui font ça. Donc, donne une expérience qui est spécifique à ce type de device-là, au lieu d'essayer de juste reprendre encore l'expérience qu'on avait. Par exemple, comme certains développeurs vont avoir une expérience sur un desktop, ils vont tenter de refaire exactement la même expérience sur un téléphone. Moi, je pense que, ça c'est mon avis personnel, je pense pas que c'est la bonne façon de faire. Je pense que c'est d'essayer de maximiser ta nouvelle plateforme et d'en faire l'utilisation qui fait du sens pour la plateforme. Donc, au niveau du SDK, dans le fond, oui, tu as l'utilisation des différents sensors, mais tu as accès à différentes données aussi. Donc, moi, je vais être capable de savoir, OK, combien de pas que tu as fait. Je vais être capable d'aller chercher l'information. Bon, on parlait tantôt sur ton battement de cœur. Si je vais aller chercher certaines informations qui sont pas disponibles dans les SDK, on a aussi un API
un Web API qui permet d'aller chercher différentes informations des utilisateurs. C'est sûr que là, l'utilisateur doit te donner accès à cette information-là, mais je vais être capable d'aller chercher l'historique de tes activités sportives, je vais être capable d'aller chercher l'historique de ta nourriture. Si tu as décidé d'utiliser l'application pour rentrer ta consommation de nourriture, je vais être capable d'aller chercher l'historique de tes nuits de sommeil. Encore là, il faut que l'utilisateur me donne la permission au développeur, mais en utilisant l'API web, je vais être capable d'aller chercher cette information-là. Donc après ça, qu'est-ce que moi, je peux faire comme développeur à propos de cette utilisation-là? Donc, il y a des gens qui ont fait des applications spécifiques pour les nageurs, il y a des gens qui ont fait des applications pour les golfeurs, il y a des gens qui ont juste repris les jeux aussi, parce que ça n'a pas besoin d'être orienté santé, ça n'a pas besoin d'être orienté activité physique. Dans le fond, c'est qu'est-ce qui peut être intéressant pour toi, qu'est-ce que tu penses qu'il manque peut-être sur la plateforme ou quelle opportunité que tu vois. Puis des applications d'entreprise aussi, ça peut très bien faire partie là, de l'écosystème. Puis les développeurs ont le choix de publier publiquement, de faire mettre leur application publique, mais aussi d'avoir l'application en mode privé. Donc là, quand tu parlais tantôt d'application business, il y a cette possibilité-là aussi d'avoir une application, par exemple, qui sera peut-être juste déployée en interne. Est-ce que je pourrais développer une application Android ou iOS, puis cette application-là pourrait communiquer directement avec avec la montre? J'aimerais bien, mais non. C'est une fonctionnalité qui est demandée par les développeurs. C'est pas quelque chose qu'on a de disponible présentement. Donc, il y a toujours une possibilité de le faire, mais présentement, c'est un peu contourné. C'est-à-dire, comme développeur, si j'ai une application Android ou iPhone qui veut parler à mon application sur ma Fitbit OS, sur ma version ou mon Ionic, je vais devoir utiliser un entre-deux. Donc, je vais devoir probablement avoir un service web qui va me permettre soit mon application OS Android d'écrire ou de lire, et mon application Fitbit OS d'écrire ou de lire. Donc, c'est un peu plus complexe, mais il y a une possibilité que cette fonctionnalité-là soit ajoutée éventuellement aussi à la plateforme. Moi, je suis un peu curieux. L'envergure du marché. Tu sais, j'imagine, là, il n'y a pas juste 10 000 propriétaires de montres là, sur la planète, parce que s'il y avait... Donc, pour les auditeurs qui se posent la question, tu vois, mais ça a l'air de quoi ce marché-là? Là? On parle-tu de millions d'utilisateurs? J'imagine que oui, ou je me trompe complètement? Ou... Oui, ben juste dernièrement, juste dans notre cas, dans les derniers, j'ai beaucoup de termes anglais, mais dans les derniers quarters, dans le dernier début d'année, dans les derniers trimestres, merci, on a vendu plus de 2 millions d'appareils intelligents. Donc, on parle de Versa et Ionic dans notre cas, mais je lisais justement un article dernièrement qui disait que depuis qu'Apple est dans le marché, ils ont vendu plus de 46 millions de montres intelligentes. Donc là, on parle seulement d'Apple, on rajoute là-dessus Google, on rajoute Samsung qui fait Android Wear, ils ont changé de nom, je pense, dernièrement. Il y a Polar qui se lance dans ça, il y a Garmin qui fait des montres intelligentes. Donc, il y a encore un grand marché. Et même si on pense que c'est quand même très commun, parce qu'on est des gens techno, parce qu'on baigne un peu dans ça, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment initiés à ce qui est une montre intelligente et qui en ont pas, et pour lesquels ça ne fait pas partie de leur vie de tous les jours. Donc, il y a encore une opportunité de marché assez impressionnant par rapport à ça. Puis c'est pas pour tout le monde, hein. C'est comme toute technologie. On peut ne pas aimer, ça peut ne pas être pour nous, mais il y a une opportunité encore immense pour tout ce qui est montre intelligente. Mais souvent, moi, beaucoup de gens vont dire « Ah, la montre, là, ce sera pas pour moi parce que je prends mon heure sur mon téléphone, donc je vois pas pourquoi j'aurais une montre. » Mais j'avais une discussion avec un ami il y a quelques jours qui me disait qu'il s'achetait une montre. C'était pas pour la fonction montre, lui, c'était pour des questions de santé. C'est-à-dire que là, on venait de découvrir une problématique, puis là, il se rendait compte qu'avec ça, plus certaines applications, là, que là, il serait capable, entre autres, de monitorer, je pense que c'est un taux de pression, des choses comme ça. Puis, donc, je pense qu'il y a peut-être un gros marché dans le futur, dans la mesure où est-ce que si de plus en plus les gens se rendent compte que dès qu'ils ont un problème de santé, ce type d'équipement-là peut venir les aider, soit à monitorer ou suivre, ça veut dire que c'est peut-être un marché encore beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir aujourd'hui en 2018 là, qui est devant nous. Là.
Oui, puis ce que tu dis est tellement vrai à plusieurs niveaux. De un, ben, notre focus c'est l'aspect être plus actif, l'aspect santé. Donc c'est sûr que oui, on ouvre la plateforme au niveau développeur, on ouvre la plateforme à tout type d'application parce que ça reste que même si on veut gérer notre santé ou avoir plus de données sur nos activités physiques, ça veut pas dire qu'on ne veut pas faire autre chose avec la montre. Donc il y a cette opportunité-là, c'est sûr. Mais en même temps, je veux dire, moi j'ai une montre intelligente, puis c'est probablement la dernière chose que je fais, c'est regarder l'heure dessus comme mon téléphone intelligent. La fonctionnalité dont je me sers le moins, c'est l'aspect téléphone. Mm-hmm. Donc, c'est tout le reste. Donc, c'est sûr qu'il y a cette opportunité-là. Puis moi, je dis que ça fait que commencer. Et comme tu disais tantôt, vu que dans notre cas, le focus est axé vraiment sur l'activité physique et la santé, ça ouvre la porte à beaucoup d'utilisateurs qui sont peut-être pas technologiques, mais qui vont avoir accès à cette technologie-là et qui peuvent en bénéficier. Puis, avant de joindre Fitbit, je t'aurais dit, ouais, OK, c'est intéressant ce que tu viens de me dire, Mario, mais c'est sûr que là, on a des courriels à l'interne, puis on publie ce qu'on appelle ces success stories-là, mais le nombre de gens qui ont découvert des problèmes de santé en utilisant un des appareils Fitbit ou qui ont prévenu même des problèmes mortels, quelqu'un qui est en train de faire une crise cardiaque mais qui en ressent pas nécessairement l'aspect physique, ce qui est étrangement possible, mais dont la montre te dit clairement que ton rythme cardiaque est pas normal, ou quelqu'un qui va faire par exemple de l'arythmie cardiaque qui est très dur à déceler tant que tu prends pas ta pression plus ou moins souvent, et là non en compte que je suis pas un expert au niveau santé, mais des cas de ce qu'on appelle des success stories là, dans notre jargon, comme ça, des gens qui ont pu découvrir ces choses-là, qui ont pu être quote unquote sauvés, ben c'est wow, ça rajoute beaucoup à la mission d'entreprise, puis comme tu dis, ça rouvre à cette opportunité-là à plusieurs autres personnes là, qui sont peut-être pas nécessairement axées sur l'aspect montre intelligente en tant que tel. Mm-hmm. En tout cas, ça crée... c'est toujours, tu sais, la technologie amène après ça des opportunités, puis comme tu disais, c'est la créativité, puis dans votre cas, vous êtes la plateforme, donc c'est de fournir les SDK, puis de faire connaître aux gens, voici ce qui est faisable en 2018. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut faire là, avec le monde Fitbit. Moi, j'ai une autre question, mais là, peut-être que tu ne seras pas à l'aise de répondre. Pourquoi acheter une Fitbit plutôt que, par exemple, acheter une Apple ou acheter une Garmin? Ou, y a-tu vraiment... Est-ce que on commence déjà à avoir une spécialisation qui dit, ben regarde, si tu as tel besoin, nous, on se situe là. Puis si c'est tel autre besoin, ben c'est tel autre produit. Ou tout le monde encore compétitionne sur les mêmes fonctionnalités? C'est un mix des deux. Je suis très à l'aise de répondre à la question. C'est vraiment un mix des deux dans le sens que un peu tout le monde travaille sur les mêmes fonctionnalités. C'est toujours un jeu de chat et souris. Hein. Quelqu'un lance quelque chose de nouveau, l'autre entreprise va rattraper en lançant la même chose, puis après ça va lancer quelque chose de nouveau. Moi, ce que je dis aux gens, vous me connaissez assez bien, messieurs, là, je suis pas du genre à mettre de la pression sur personne. Pour moi, c'est toujours une question de choix. C'est-à-dire, regarde les différents devices qui sont disponibles, vois ce qui fait du sens pour toi, pour tes besoins. L'avantage avec Fitbit, puis là, on parle strictement au niveau utilisateur, c'est sûr que moi, je suis littéralement en amour avec le temps de batterie, parce que je suis genre à oublier plein de choses. Donc, d'avoir à oublier de charger ma montre une fois par semaine, c'est beaucoup moins pire que de l'oublier une fois par jour dans mon cas. Donc, il y a ça. L'aspect où la mission d'entreprise et pas nécessairement la montre intelligente, plus que les possibilités d'être plus actif et d'être plus en santé avec l'outil qui est la montre intelligente, pour moi, c'est bien aussi. Donc, Fitbit a vraiment cet aspect-là, cette mission-là, ce qui fait que ce qu'on fait, les décisions qu'on prend pour la plateforme sont souvent axées sur cet aspect-là. Donc, quelqu'un qui va chercher une montre intelligente, peut-être un peu plus pour l'aspect actif, pour l'aspect avoir des données, par exemple, comme je disais tantôt, quand je vais aller courir ou quand je suis au gym ou pour mesurer ma course sur le tapis ou le nombre de push-ups, peu importe ce que je fais, ou juste quand je joue au badminton, peu importe, ben moi je vais dire, OK, peut-être regarde un peu plus du côté de Fitbit ou regarde un peu plus dans ce que Garmin ou Polar font. Ton iPhone, t'es mordu à Apple, ben tu sais, on s'intègre très bien avec la plateforme, mais regarde aussi ce qu'Apple Watch font.
Puis peut-être que ça répond plus à ton besoin, puis peut-être que t'as plus les moyens aussi. Donc, regarde ce que les gens font, puis vas-y avec ce qui fait le plus de sens pour toi. Mais c'est sûr que côté qualité-prix, fonctionnalité, moi, je pense que présentement, on se démarque beaucoup par rapport à ça. Clairement, j'imagine que vous positionnez pas en disant notre montre, c'est un bijou. Ce qui est quand même un des positionnements qu'Apple cherche à prendre aussi. Vous, littéralement, c'est un produit utilitaire pour la santé, mais c'est pas quelque chose que tu porterais juste pour avoir un certain... C'est sûr que, bon, l'apparence, vous ne négligez pas, là, mais c'est pas votre finalité dans la vie, c'est pas de dire, nous, on veut faire des bijoux. Ça, c'est clair. Oui, non, c'est exactement, c'est pas ça. Par contre, tu sais, comme tu disais tantôt, on néglige pas l'apparence, puis en même temps, ben, t'as une possibilité d'avoir différents accessoires en termes de le bracelet qui va aller avec ta montre. Tu sais, par exemple, moi j'en ai un présentement, c'est un beau métallique fini noir. Donc, tu sais, quand je mets la montre, c'est vraiment, tu sais, ça a vraiment l'air d'une montre luxueuse. Ben, c'est quand même une montre qui est pas gratuite non plus, là. Mais, tu sais, ça a l'air d'une belle montre luxueuse. Puis le lendemain, je fais du sport, je vais mettre un bracelet qui est en silicone parce que je vais faire du sport, je vais aller nager. Donc, tu sais, il y a cette possibilité-là, il y a différentes couleurs, il y a différentes opportunités. Mais, c'est sûr que c'est pas mis de l'avant comme un bijou. On ne trouvera jamais une montre chez Fitbit qui se vendrait faite en or ou en platine, puis qu'on pourrait acheter pour 18 000 $. Ça ne sera jamais dans votre vision. Là. J'espère pas. J'espère pas. Je serais un peu déçu de notre business si on fait ça. Mais en même temps, écoute, si ça se fait, c'est qu'il y a un besoin. Ben, ce besoin-là existe. Mais clairement, là, Apple ont décidé qu'eux autres, ils l'occuperaient. Puis il y a d'autres joueurs qui sont dans les anciens... Les gens qui faisaient des montres très dispendieuses, c'est sûr qu'ils vont aussi chercher à continuer à occuper ce créneau-là. Là. Mais clairement, vous voulez utiliser un autre créneau. Puis d'où l'importance d'avoir votre OS, votre SDK, c'est-à-dire que c'est une plateforme, c'est-à-dire qu'il y a des applications. Puis encore là, je pense aussi, est-ce que les applications, c'est aussi quelque chose qui vous démarque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des applications assez particulières qui disent, nous autres, on l'a sur Fitbit, mais si tu regardes du côté d'Apple, tu ne trouveras pas quelque chose d'aussi bien arrimé avec l'équipement. Ouais. Présentement, tu sais, je te dirais non et oui, dans le sens que moi, je trouve que personnellement, les applications qui sont axées santé ou activité sont probablement mieux intégrées dans la plateforme Fitbit parce que c'est la mission première de la plateforme et c'est pourquoi il y a cette plateforme-là, pas juste l'OS. Mais en même temps, si on va être honnête avec nous-mêmes, je veux dire, on vient de lancer la plateforme au mois de novembre, donc c'est encore nouveau, ça n'a même pas un an. On a quand même une belle sélection, mais on parlait tantôt de mes emplois précédents, ça fait plusieurs nouveaux produits sur lesquels j'arrive en tant que faire la relation avec les développeurs. Et en termes de montres intelligentes, on arrive quand même un peu tard dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a des Apple Watch qui sont là depuis longtemps, il y a Google qui est là depuis longtemps avec Android Wear. Donc, ils ont énormément d'applications sur la plateforme. Mais d'un autre côté, en arrivant un joueur comme nous autres, qui est crédible, qui a une axe un peu différente, ça fait en sorte aussi, puis j'ose le croire, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais ça fait en sorte aussi que je vois certaines innovations dans les plateformes qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui sont axées un peu plus sur la santé, chose qui était peut-être pas une préoccupation sur ces plateformes-là avant. Donc, j'ose espérer, j'ose croire qu'on a quand même un impact sur d'autres plateformes qui commencent à offrir plus de choses dans cet aspect-là, dans cette spécificité-là de type d'application, de type d'offres qui sont faites aux utilisateurs. Puis ça, ben au bout de la ligne, je suis peut-être pas bon au niveau business-wise, c'est peut-être pas bon que les compétiteurs fassent ces choses-là, mais au niveau, le côté humain, le côté mission qu'on a, c'est peut-être mon petit côté idéaliste, mais ça ne fait que bénéficier encore plus de gens de ces fonctionnalités-là, puis ces aspects-là ou ces types d'applications. OK. Donc, j'écoute là, puis je connais assez le web. Je me dis, je serais capable de pouvoir être capable de faire l'application. L'endroit pour commencer, c'est d'aller sur le site dev.fitbit.com. Oui, donc tout est là, la documentation est là. Tu vas avoir des guides sur comment démarrer vraiment pas à pas. On a quelques tutoriels, on a un lien vers notre repository GitHub où tu vas avoir plusieurs exemples, tu vas avoir même plusieurs applications open source que différents utilisateurs de la communauté
ont mis. Donc, ça te donne beaucoup d'exemples. Puis, tu peux venir discuter avec nous autres sur Twitter. On est sur Discord. On a un serveur sur Discord. Il y a un forum. Puis, tu vas voir, ça va être, tu viens comme développer, tu vas soit me poser des questions à moi ou mon collègue John Barlow qui répond à presque toutes les questions sur le forum. C'est hallucinant. Mais moi, ce que j'aimerais dans tout ça, c'est s'il y a des gens après là, qui écoutent le podcast puis qui disent moi, j'ai le goût de l'essayer, tu sais, comme toi, Mario, allez l'essayer. Puis après ça, venez me voir, venez me parler, venez me donner votre feedback. Mais le vrai feedback, là, je suis capable d'en prendre. J'en ai vu d'autres, puis c'est ce que je cherche. Dites-moi comment ça se passe, les bonnes choses, mais les choses qui sont peut-être moins bonnes qu'on va améliorer. Parce que c'est ça mon travail au bout de l'année. Frédéric, on va te remercier. Écoute, je pense que ça nous donne une bonne aperçu de ce qu'on peut faire avec votre plateforme. Puis, nous, on va souhaiter une bonne programmation à nos auditeurs. On les invite encore une fois à ne pas hésiter, si ça les intéresse, d'aller sur dev.fitbit.com. Puis, comme je disais, on va souhaiter une bonne programmation à nos auditeurs. On les revoit le mois prochain. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Visual Studio Talk Show.